Bonjour à toutes et à tous, vendredi 1er juillet 2022. Bienvenue à ce webinaire extraordinaire avec deux athlètes tout aussi extraordinaires. Deux athlètes entraîneurs du coaching du coureur. À ma gauche, Marianne Hogan qui nous parle en direct de la côte ouest américaine. Salut Marianne. Allô, ça va? Ça va bien toi? Yes, merci. Les jambes se sont bien remises de la Western States. Ouais, ça va de mieux en mieux. Là. Chaque jour, je me dis, peut-être que je pourrais tenter de faire quelques pas de course aujourd'hui. Génial. Je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Cool. Bon, alors, merci d'être là à 8 h le matin chez toi en ce moment. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Et l'athlète que vous connaissez probablement le mieux parmi la communauté de la clinique et du coaching du coureur, Mathieu Blanchard, en direct d'Annecy, en France, où il est 17 h. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Olivier, ça va très bien. Alors, je te corrige, j'étais à Annecy hier et là, j'ai bougé aujourd'hui. Je suis dans une station qui s'appelle La Rosière où je vais m'installer tout le mois de juillet pour m'entraîner parce que c'est pas mal en altitude et puis pas mal sauvage pour courir. Donc, c'est là où je suis actuellement. Chouette. Comme on te connaît l'été dernier dans ton bloc de préparation spécifique pour l'UTMB, beaucoup de montagnes avec les résultats extraordinaires qu'on connaît. Alors, on te souhaite tout il paraît que ça fonctionne bien. Alors, pourquoi pas réitérer l'opération? Ah, ben oui, de toute façon, on sait, tu es un cobaye et c'est toujours les nouvelles méthodes d'entraînement que tu développes. D'abord, avant d'en faire profiter tes athlètes, tu les expérimentes sur toi-même. Un véritable rat de laboratoire, tout à fait. C'est ça, exact. Et on a notre Blaise Dubois national qui nous écrit dans l'espace de discussion pour nous dire que toute l'équipe du cours Expert 2.0 de la clinique du coureur nous écoute. Alors, on vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au Québec, un excellent séjour, une extraordinaire expérience d'apprentissage avec la clinique du coureur. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'apprêtent à faire Québec Méga Trail cette fin de semaine. Marianne, toi, est-ce que tu as déjà arpenté les pentes du Mont-Sainte-Anne dans le cadre de Québec Méga Trail? Jamais dans le cadre En fait, c'est pas vrai, j'ai pacé Caroline Côté au Québec Méga Trail, mais c'est la seule chose que j'ai fait en fait. Ben, alors, je félicite toutes les coureuses québécoises qui ont la chance de ne pas t'avoir dans le peloton et qui vont pouvoir être une marche plus haut sur le podium. Mathieu, par contre, on le sait, toi, tu es un habitué de Québec Méga Trail, remporté le 110 km en 2018. 18, ouais, il me semble, c'est ça, ouais. Puis, un habitué aussi des pentes du Mont-Sainte-Anne, j'imagine, comme entraînement quand tu étais au Québec, avant d'aller dans de vraies montagnes comme c'est le cas en ce moment. C'est vrai que c'est une montagne qui est vraiment intéressante pour les coureurs d'un coureur en sentier au Québec pour aller s'entraîner pour faire du dénivelé. C'est assez raide, ça monte bien et c'est un terrain de jeu qui est sympa. Et on peut aller chercher aussi des terrains très techniques avec la fameuse rivière de la Mestachibo qui n'est pas très loin. Donc, ouais, c'est un terrain de jeu qu'on aime bien pour s'entraîner. Chic. Alors, donc, on va souhaiter une extraordinaire expérience mémorable, surtout aux personnes qui ont suivi l'entraînement du club QMT, animé par le coaching du coureur. Aujourd'hui, donc, dans la rencontre à laquelle on vous convie, on va essayer de broder un fil commun parce que les expériences récentes de Mathieu et de Marianne se ressemblent à deux égards très importants. Mathieu et Marianne ont été tous deux très bien préparés pour les courses qu'ils ont faites l'année dernière, ont eu beaucoup de succès. Mathieu sur l'UTMB, Marianne dans le cadre notamment de l'Ultra Trail Cape Town où Mathieu se trouvait aussi. Par contre, tous les deux, entre cette extraordinaire performance à la fin de l'année 2021 et cette très belle performance qu'ils ont livrée samedi dernier, ont été aux prises avec une vilaine entorse de cheville. Marianne, juste pour nos auditeurs, à quel moment, toi, tu as eu cette entorse? Ben, pour Cape Town, je l'ai eu dans le fond lors d'Arikana. Et puis, pour la Western States, je l'ai eu au mois de mars, mi-mars. Je courais avec Mathieu d'ailleurs quand je me suis tourné la cheville. Ouh là là, ouais, ça, c'est pas facile. Mathieu, comme les auditeurs de ta balado dans mon bain l'ont bien entendu dans le cadre du dernier épisode qui est disponible, tu nous as parlé de ton expérience à Tahiti où, au 12e kilomètre de la course, entorse de cheville qui te force à abandonner. Toi, ça veut dire qu'il ne te restait pas comme Marianne un peu plus de 3 mois avant ton épreuve, mais tu étais plutôt à 3 semaines de la Lavaredo au moment où c'est arrivé, c'est ça?
Exactement. Même, je te dirais que c'est arrivé, la course était un lundi qui était férié là-bas et Lavaredo était un vendredi. Donc, je dirais plutôt 2 semaines et demie, tu vois. Ah, Deux ah. semaines et 5 jours. Donc, très, très court. C'est sûr qu'au moment où c'est arrivé, lorsque j'ai vu ma cheville se retourner complètement, c'est sûr que j'envisageais absolument pas d'être capable de faire une course de 120 km 2 semaines et demie plus tard. Mais on va en parler aujourd'hui, après un petit peu d'application de certains protocoles et beaucoup d'optimisme, finalement, on peut faire des miracles ou tout simplement des réalismes de ce que le corps est capable de faire qu'on n'imagine pas. Mhm. Bon, on va tout de suite mettre des choses au clair. Il y a ce que vos corps sont capables de faire et il y a ce que les corps des autres sont capables de faire. Et même si dans les deux cas, c'est souvent plus que ce qu'on pense, on ne peut pas tous se comparer à vous, mais c'est vrai qu'une chose qui apparaît assez claire, c'est que euh, vous avez entraîné votre corps à récupérer d'à peu près tous les types de stress que vous leur imposez, que ce soit 2 heures de descente avec des quadriceps tellement endommagés que le lendemain, on a de la difficulté à s'asseoir sur la toilette, ou des stress gastro-intestinaux d'avoir consommé 120 grammes de glucides par heure pendant 18 heures, ou d'avoir pas du tout dormi parce que vous étiez sur une épreuve de 170 km. Mais, Mathieu, tu insistes bien dans ton épisode, on a tenté de te convaincre que ton entorse de cheville t'imposerait d'être arrêté longtemps, de faire une croix potentiellement sur la Lavaredo et sur le dernier bloc de préparation pour la course. Toi, tu l'entendais autrement. Tu as fait confiance à ce que les données probantes montrent sur un protocole accéléré, une approche active plutôt que passive sur la guérison. Manifestement, ça t'a permis, dans la semaine qui précédait le moment fatidique, de prendre la décision d'y aller ou non, de retrouver des bonnes sensations à l'entraînement et de sentir que ta cheville serait prête à collaborer. Dans quel état d'esprit tu te trouvais au moment où tu t'es dit c'est aujourd'hui que je dois décider si je vais faire la Lavaredo ou non, si ma cheville est prête? Qu'est-ce qui t'occupait l'esprit à ce moment-là? C'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'il y a quand même eu… chaque jour était hyper important dans ce déroulé-là. Et je suis… je prends des risques, mais je ne suis pas fou. Il ne faut pas oublier aussi que la santé est importante et que mon principal objectif de la saison est l'UTMB et que j'avais envisagé et accepté le fait de ne pas courir la Varedo et que si j'ai décidé de faire cette course, qui était quand même 120 km et 6000 mètres de D+, 6000 mètres de D-, il fallait que j'ai une cheville qui ne me cause aucune douleur et qui ait une forme à peu près correcte. Et pour ça, justement, grâce aussi à tout ce que j'ai pu apprendre, notamment avec la clinique du coureur et les indicateurs que je peux avoir, il y a énormément d'indicateurs que certains professionnels de la santé vont pouvoir voir mieux que nous. Mais nous, les indicateurs les plus simples et les plus évidents, c'est tu t'entraînes la journée, tu charges ta cheville un petit peu de jour en jour. Et si le lendemain, quand tu te lèves, tu as moins mal que la veille, tu vas dans le bon sens. Si le lendemain, quand tu te lèves, il y a aussi la notion de gonflement, tu as la cheville qui est à égal gonflement, voire qui a réduit, c'est que tu vas dans le bon sens. A contrario, si tu charges que le lendemain, tu as plus mal ou que la cheville a gonflé, c'est que tu ne vas pas dans la bonne direction et que la cheville est peut-être pas prête à aller faire une course une semaine après. Et donc, moi, je suis arrivé à quelques jours de la course, à peut-être 5-6 jours avant, c'était quand même à ces derniers moments, avec une cheville quasiment qui avait le même volume que l'autre cheville qui était saine. Aucune douleur en course, à plat, en descente et en montée. Donc, j'ai pris la décision de le faire. En revanche, ce que j'ai fait, par sécurité aussi, parce qu'il me semble que dans l'épisode, j'expliquais que je ne voulais pas courir avec un strap durant tout mon processus de retour de blessure, parce que je voulais guider ma proprioception, mon corps et tous mes tissus de commencer à se réparer dans une direction naturelle. Et j'avais peur que si je me strappais, lorsque j'allais enlever le strap, je risquais de me tordre la cheville et d'avoir une cheville peut-être un petit peu moins mobile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné sans strap. En revanche, le jour de la course, par sécurité et aussi par expérience, comme je savais qu'on perd la lucidité après peut-être 5-6 heures de course, qu'il est beaucoup plus difficile de se concentrer ou poser la cheville et que cette perte de lucidité aussi fait que la proprioception baisse. J'ai décidé de strapper ma cheville
juste le jour de la course par sécurité. Voilà. Mais là, aujourd'hui, bon, j'ai parcouru depuis la course, c'était il y a 4 jours en arrière. Je vais retourner m'entraîner les jours qui viennent. Je vais plus strapper la cheville, je vais à nouveau faire attention. Donc voilà, petite prise de risque, mais pas de folie. Et puis, comme tu l'as dit, être actif très vite. Et puis, pour la petite anecdote, je suis allé faire une radio et une échographie le lendemain de mon petit accident. Et le médecin que j'ai rencontré m'a dit de me reposer pendant 3 semaines, 1 mois et de ne rien faire, de ne pas bouger, d'aller m'acheter une chevillère. Donc, c'est encore très présent. Et voilà, je reçois aussi énormément de commentaires sur ce que je partage à travers cette blessure et le podcast. Et beaucoup de personnes m'ont dit « Ah oui, moi aussi, je me suis fait une cheville il y a quelque temps cette année. » Et puis, on m'a dit aussi de m'arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et j'ai vu des choses assez incroyables. J'ai même vu des plâtres pour un petit grade 2, une légère entorse, des plâtres sur 1 mois. Et c'est… Bon, voilà, moi, je ne suis pas assez… un expert et un professionnel de la santé pour venir critiquer le système et venir foutre mon bordel là-dedans. Mais en tout cas, c'est mon point de vue, ça me choque un petit peu. Voilà. Donc, chaque cas est unique, mais ça me choque un petit peu que des professionnels de la santé amènent encore. Après, je peux aussi comprendre le fait que peut-être ils reçoivent énormément de patients et proposer un protocole Peace and Love où il va y avoir une activation de la charge. Si c'est mal fait et mal suivi, ça peut causer une surblessure ou une récidive de cheville. Le patient va revenir voir le médecin. Il n'a pas envie d'avoir à gérer ça. Donc, la facilité, c'est tu te reposes et puis dans 2 mois, ça ira mieux. C'est sûr, ça se répare, mais après, tu te retrouves à faire plusieurs mois de travail de mobilité, d'exercice avec un physiothérapeute pour retrouver ta mobilité, ta proprioception et ta force. Donc, voilà mon point de vue et tout mon le temps expérience. tout le temps que la personne est restée dans le plâtre et à être inactive, ben, sa cheville a continué à se déconditionner. Alors, c'est sûr que la reprise doit être d'autant plus graduelle quand le Beaucoup plus long, déconditionnement exactement. est beaucoup plus prononcé. Toi, Tout à Marianne, fait. quand ton entorse est survenue, dans le fond, tu avais déjà remporté ton Golden Ticket pour la Western States à la Bandera 100 kg. Tu étais à peu près rendu à mi-chemin dans ta préparation. Est-ce que ça t'est entré dans la tête? Ça a commencé à te jouer dans la tête de te dire « Oh, il me reste que 3 mois, ça bouleverse mes plans, est-ce que je vais être prête? » Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit « Je suis déjà passé par là, j'ai déjà eu une entorse de cheville, ça ne va pas m'arrêter. » Où tu étais dans ta tête à ce point-là? Ben, c'est sûr que la première journée, quand c'est arrivé, là, j'étais assez bouleversée, là, juste dans le sens que tu sais, je pouvais pas m'empêcher de me dire comme pourquoi ça arrive encore. Tu sais, évidemment, tu sais, j'ai des lacunes là, au niveau de. En fait, je m'étais cassé la jambe, donc j'ai vraiment des lacunes au niveau de mes chevilles. Fait que c'est sûr que j'ai eu comme un petit 12 à 24 heures où ça a été très difficile d'accepter. Mais une fois que je l'ai accepté, j'ai commencé à m'encourager en me disant, tu sais, dans le fond, c'était peut-être le meilleur moment pour moi d'avoir une pause. Parce que moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une entorse, mais j'ai aussi déplacé l'os entre la cheville et la jambe. Donc, ça a vraiment eu un impact qui était quand même assez sévère. Là, je ne pouvais pas marcher, en fait, jusqu'à temps qu'on replace un peu la chose en place. Et donc, j'ai dû prendre un bon au moins 5-6 jours de repos complet. Et puis, une fois que ça a été fait, puis une fois que j'étais en train de le prendre, puis j'ai réalisé que je n'avais pas le choix de le prendre, je me suis juste dit, bon, mais ça va être bon pour mon corps de se reposer une dernière fois avant de faire un gros dernier build-up. Puis une fois que j'ai commencé à voir la situation de cette façon-là, ça a été très positif. Puis je me suis dit, tu sais, dans le fond, je ne veux pas piquer au mois de mai, je veux piquer au mois de juin, puis j'ai encore du temps pour bâtir. Puis ça a juste été pour moi, ça a été, il fallait que je fasse les choses par étapes. Il fallait que je réapprenne à courir en premier lieu sur la route et puis que par la suite, j'intègre la course en sentier parce que moi, mes chevilles étaient vraiment, vraiment, vraiment flasques après ça. Donc, ça a été plus difficile là, de revenir. Moi, il y a quelque chose qui m'apparaît assez clair dans ce que vous dites, puis qui m'apparaît vraiment pas clair dans la tête des gens qui en sont à leurs premières expériences de composer avec une blessure, puis d'être surtout dans la préparation d'un événement important. Je pense qu'on a tous, quand on est sain, quand on n'a pas de blessure, on a tous l'impression qu'il ne faut jamais en faire moins de peur qu'on se désentraîne. Mm-hmm. Et quand on arrive au point où la blessure nous force à en faire moins, si on a la confiance dans le processus, on accepte d'en faire moins, puis on constate qu'en fait, on ne se désentraîne pas. On a un bon bagage. Ça fait des mois, des années qu'on est constant, qu'on court 10 heures par semaine, puis c'est pas 5 ou 6 jours à presque rien faire qui va complètement annihiler le fruit de nos efforts. J'ai l'impression que
c'est une sagesse que vous avez été un peu forcé d'acquérir avec vos blessures? Pensez-vous que vous auriez été capable, il y a 2 ou 3 ans, d'avoir la même attitude face à en faire moins pour laisser votre blessure se guérir sans craindre de vous désentraîner? Je pense que ça aurait été plus difficile. Moi, dans mon cas, c'est sûr que maintenant, je me convainc, là, quand je suis blessée, quand ma cheville est blessée, je me dis, c'est pas juste ma cheville qui est en train de guérir, c'est tout mon corps. Des fois, en fait, quand j'ai la capacité d'en faire beaucoup, j'ai tendance à en faire beaucoup. Donc, mon corps accumule, et à un moment donné, il faut qu'il récupère. Puis, c'est dans ces moments-là, je trouve que ça fait du bien là, de donner du temps à son corps de récupérer. Et puis, après ça, même le build-up, le build-up n'a pas été seulement en course à pied. J'ai fait beaucoup d'autres sports comme du vélo, du skimo, des choses comme ça. Donc, ça aussi, ça a été une façon de reposer un peu mes muscles de course à pied tout en continuant de travailler le cardiovasculaire. Donc, je pense que dans le passé, ça aurait été plus difficile d'accepter la chose, mais maintenant, ça se fait plus rapidement. Là. Ma période d'acceptation, elle n'aurait peut-être pas été 12 à 24 heures, mais peut-être plus une semaine ou quelque chose comme ça. Toi, Mathieu, maintenant, on connaît assez bien ton protocole. Post-course, tu vas prendre jusqu'à 2 semaines complètement arrêtées pour vraiment laisser la tête et le corps se remettre. Est-ce que tu étais aussi dans cet état d'esprit-là quand tu t'es dit, bon, là, ma cheville me force à lever le pied, littéralement? Avais-tu l'impression que tu étais encore en train d'apprendre à accepter, à lâcher prise, ou est-ce que ça faisait déjà partie de ton état d'esprit? Non, c'est vrai qu'avec l'expérience et les années, j'ai quand même atteint une certaine sagesse et j'ai aussi eu des expériences post-arrêt un peu forcé ou repos un petit peu plus poussé où j'ai eu des très, très bonnes courses, des très, très bonnes sensations après. Donc, j'ai acquis cette expérience-là qui m'a donné une certaine sagesse et je sais relativiser, comme tu dis aussi. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode de mon podcast qui sort lundi, j'en parle sur la gestion du stress. Il y a plusieurs, je parle un peu de prépa mentale et puis de comment je fais pour faire baisser la pression et je parle de relativiser. Et comme tu dis, voilà, tu sais, les mois, les années d'entraînement, les jours, il y en a des heures et des kilomètres. Et tout ça, ça s'accumule dans un coffre. J'appelle ça dans un coffre qui est notre trésor. Et ce n'est pas parce qu'on arrête une semaine, un mois, 2 mois que tout le coffre va se vider. Il est là. Et puis, ça reste. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je n'ai pas énormément couru les 2 semaines, mais même, en fait, je me suis reposé une semaine avant Tahiti, plus la blessure, plus quasiment 3 semaines de repos quasi forcé. J'ai un peu couru, mais très léger, donc c'est quasiment un mois. J'ai eu des sensations excellentes à Lavaredo le week-end dernier. J'ai été capable de courir et remonter très vite avec un confort cardiovasculaire qui était au niveau, voire meilleur que mes concurrents qui étaient en essoufflement à côté. À plat, j'étais très confortable. Si on veut rentrer un petit peu plus dans le technique, c'est plus en descente que ça cause problème dans le trail parce que, bon, ça, c'est mon corps qui fonctionne comme ça. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais je ne suis pas sûr. La désadaptation de l'excentrique, du mouvement excentrique, est beaucoup plus rapide que la désadaptation du VO2 max, du cardiovasculaire. Et quand on ne fait pas de course en descente pendant 2-3 semaines, on le sent très vite dans les jabs, dans les quads et dans les mollets qu'il y a un petit peu moins de force et d'adaptation à courir vite en descente. Donc, c'est le petit point en particulier qu'on ne peut pas trop rester longtemps sans courir en descente. Mais pour le reste, je ne mets clairement plus de pression avec mon cardiovasculaire, je ne me désadapte pas. Et voire même, des fois, je performe très bien après un arrêt un petit peu forcé. Mm-hmm. Vos expériences à cet égard-là ne semblent pas être anormales ou étonnantes par rapport aux autres retours d'expérience qu'on a d'autres athlètes qui nous disent effectivement, je m'attendais à être dans une très mauvaise forme, comme ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pu faire un bon bloc d'entraînement spécifique. Je pense donc qu'on peut dire, à tout le moins dans le cas de Mathieu, clairement, quand on se présente sur la ligne de départ avec des attentes plus basses, on a aussi de beaucoup plus grandes chances d'être agréablement surpris et finalement de gérer notre effort en se disant je ne cherche pas à être agressif, je cherche à voir ce que mon corps est prêt à me donner. Toi, Mathieu, on l'entend, ton processus décisionnel qui, à la dernière minute, tu dis je vais à la Lavaredo, je vais acquérir de l'expérience sur la course, je n'ai pas d'attente de performance stratosphérique. Penses-tu que ça fait en sorte que tu sois aussi à l'aise puis aussi satisfait avec le résultat d'avoir pris le départ avec des attentes beaucoup plus basses? Exactement, il y avait un contexte aussi qui fait que
j'ai un gros objectif de saison, c'est d'atteindre mon meilleur pic de forme actuel et de performer à l'UTMB. La Varedo, c'est une course internationale qui est très reconnue. Il y a une vingtaine de coureurs pro au départ qu'on ne peut pas non plus qualifier de course B ou de course secondaire. C'est une course internationale que tout grand coureur de trail aimerait courir. Mais dans ce contexte-là, c'est vrai que par rapport à comment j'ai construit ma saison, ça reste un objectif préparatoire pour l'UTMB. Et donc, c'est sûr que ça fait baisser la pression et que je m'étais déjà préparé mentalement à ce que ça ne fonctionne pas très bien dans certaines sections de course par rapport au fait que j'avais une appréhension de cheville. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc, j'ai été capable d'accepter cette position-là et d'accepter de mettre mon ego dans ma poche de OK, je suis à cette position-là parce qu'il y a eu un accident 3 semaines avant. Et aussi, il ne faut pas oublier que je suis dans un contexte de préparatoire. Donc, c'est de l'expérience que je vais chercher aujourd'hui. Si résultat, il y a résultat, c'est bonus, c'est bien, mais sinon, je vais au bout. Et c'est une bonne question que tu poses parce que finalement, on est à une vingtaine de coureurs sur la liste élite sur la ligne de départ. Et au final, on est à peine 10 à l'arrivée. Et j'ai remarqué que ça arrive souvent sur ce genre de course. Lorsque le coureur élite sort du top 10, il va abandonner. Alors, souvent, il y a de l'ego qui rentre là-dedans, mais souvent aussi, il y a une réflexion comme celle que j'ai eue qui est que, OK, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas la course. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter maintenant après 50 km parce que si je vais au bout, ce n'est pas forcément de l'expérience, moi, aujourd'hui, que je vais aller chercher. C'était une performance. Et vu que ce n'est pas de l'expérience, je vais arrêter pour me garder, pas me fatiguer plus, pour retenter ma chance une semaine, 2 semaines ou 3 semaines plus tard sur une autre course. Donc, voilà, il faut regarder chaque cas dans son détail, mais l'abandon ou l'idée de rester et de pas être dans son plein potentiel peut avoir une justification derrière. Donc, c'est très mental tout ça et c'est pour ça aussi que je trouve que le sport et la construction d'une saison peut être très intelligente et que c'est intéressant voilà, de prendre du recul parfois pour regarder qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, pour aller chercher des pics de forme ou de l'expérience. Ou, voilà. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi le week-end dernier. Mm-hmm. Toi aussi, Marianne, si je ne m'abuse, ton objectif principal de l'année, c'est aussi l'UTMB. On va te voir à Chamonix à la fin du mois d'août. C'est débattable là, si Western States ou l'UTMB, c'était mon objectif principal. Je pense que pour moi, c'était égal. Puis je pense que j'allais voir un peu comment Western States allait aller pour décider le tout. Là. Moi, je suis plus du genre à prendre une course à la fois. Puis, étant donné que j'avais 2 grosses courses là, que je peux qualifier de A.5, là, c'est dur pour moi d'identifier. Là. Puis, ça veut dire donc que toi, tu te sentais complètement remise de ta blessure. Tu as été 1 mois dans un camp en Californie pour t'acclimater aux conditions locales, courir à peu près tous les tronçons du parcours de la Western States. Clairement, toi, tu t'es présenté sur la ligne de départ, pas avec des attentes du type je vais faire ce que je peux dans les circonstances, mais plutôt du type ici, aujourd'hui, je vais tout donner, c'est ça? Oui, mais en fait, mon build-up n'a pas été parfait non plus. Là. 2 semaines avant l'événement, j'ai commencé à avoir une vraiment vilaine douleur au dos. Je me suis comme étiré quelque chose dans la fesse gauche, puis ça a fait barrer mon dos. Fait qu'un peu comme Mathieu, en fait, moi, les 2 semaines avant l'événement, j'ai pratiquement pas couru. Et puis, ça a quand même été un stress mental, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de travailler en me voulant dire, tu sais, dans le fond, c'est bon que je prenne du repos, c'est ma plus grosse distance à vie, il faut juste que je me repose. Puis, tu sais, le plus que je vais me reposer, le plus que j'ai la possibilité que mon dos se relâche avant le départ. Donc, quand j'ai pris le départ, en fait, j'avais un peu une appréhension à savoir comment mon dos allait réagir, surtout que j'avais vraiment pas couru dans les 2 semaines avant puis que je m'apprêtais à faire un 160 km. Mais finalement, ça a été quand même pas si pire. Là. Surtout, c'était dans les montées que ça me faisait beaucoup plus mal. Mais par chance, il y a beaucoup de descentes là, à la Western States, donc j'ai quand même pu en profiter. Ce qui est quand même assez étonnant. Là. Moi-même, quand je lisais les entrevues que tu as données, notamment à Ironfire, que ce soit en descente, que ton dos te lâche, puis que ce soit plutôt en montée qui te pose problème, moi, ça m'apparaissait un peu contre-intuitif, mais au final, je suis très content là, pour toi que ça se soit passé comme ça. Et à chaque fois que je lève ma jambe et que je mets mon poids sur ma jambe pour lever, c'est là que ça tirait dans mon dos. Eh bien. En descente aussi, c'est que je n'avais pas vraiment le temps de penser à ça, tandis qu'en montée, ça va plus lent, puis tu y penses. Oui.
Tu disais que toi, par contre, les descentes, ça t'a jamais fait peur. Tu as toujours senti que tu avais quand même une très bonne technique de descente, que tu pouvais tirer ton épingle du jeu en descente. Est-ce que Ouais. tout au long de l'épreuve, tu es resté dans cette espèce d'état de confiance face à tes capacités ou évidemment, comme dans un 100 miles, on a le temps de passer par toute la gamme des émotions, tu as été habité par le doute? Ben, c'est sûr que j'ai passé par ma gamme d'émotions, là. J'ai des troubles gastro-intestinaux aussi. Donc, il y a eu un moment où, où je voulais vraiment rouler vite en descente, mais je ne pouvais pas parce que je me sentais juste vraiment pas bien. Donc, il y a aussi, il a juste fallu que je m'adapte et que je me dise, je peux juste avancer le plus rapidement possible que je peux dans ce moment exact. Il ne faut pas que je pense à la vitesse à laquelle je pense que je pourrais faire ces sections-là parce qu'en ce moment, ce n'est pas la vitesse à laquelle je peux la faire. J'ai juste séparé la course comme ça en sections, puis j'ai décidé d'avancer là, à la meilleure de mes capacités, là, section par section. Dans l'ensemble de l'épreuve, on a vu qu'après un départ un peu agressif, on aurait dit que tu as accepté de te placer un peu à l'arrière du groupe de tête et qu'à partir de ce moment-là, tranquillement, tu as laissé les conditions environnementales faire leur œuvre sur les autres compétitrices devant toi. On t'a vu passer assez rapidement de la 8e à la 3e place. Est-ce que c'est une stratégie que tu avais déjà envisagée, que celle d'être relativement conservatrice en milieu d'épreuve, puis de remonter le peloton durant le dernier tiers ou la dernière moitié? Non, pas du tout. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à me sentir malade au moment où j'ai commencé à descendre dans les positions. Je me suis sentie vraiment malade, là, peut-être du kilomètre 50 au kilomètre 80. Donc, un bon 30 km où je me suis sentie malade. Puis, ce qui est arrivé, c'est que finalement, au bout de ce kilométrage-là, ben, j'ai vraiment tout vomi ce que j'avais dans l'estomac. Et puis, on dirait que ça m'a comme donné un renouveau. Évidemment, là, j'étais vraiment complètement à sec, mais j'ai été capable de reboire rapidement après ça. Puis y aller tranquillement jusqu'au prochain ravitaillement, me ravitailler. Puis là, à partir du moment où j'étais capable de manger, une fois que j'avais tout vomi ce que j'avais, j'ai eu un regain d'énergie, puis j'ai été capable d'aller chercher les positions à ce moment-là. Puis encore une fois, c'est juste une façon dont on voit la situation parce que peut-être que le fait que je suis allée conservatrice dans cette section-là, même si j'ai été forcée de le faire, peut-être que ça a fait en sorte que j'ai été capable de pousser à la fin de course quand les gens étaient en train de mourir en quelque sorte. C'est sûr qu'eux, ils perdaient de l'énergie, puis moi, j'en gagnais. Donc, ça a été un concours de circonstances, mais qui a bien marché pour moi, en fait. C'est sûr que quand tu as 160 bornes à faire, vaut mieux être conservateur de 50 à 80 que de 130 à 160. Ouais. Et clairement, si ce n'était pas une stratégie délibérée, peut-être que ce serait une bonne idée cette année à l'UTMB de faire comme explicitement, en fait, ce que Mathieu, l'année dernière, c'est ce que tu as fait sur l'UTMB et c'était délibéré, mais ce n'était pas non plus la première fois qu'on te voyait être relativement à l'arrière, tranquille, faire ta course, puis tranquillement savoir que le temps ferait son œuvre et te laisser remonter le peloton. Même à ta première expérience à l'UTMB, tu as fini en 13e place, mais tu n'avais pas été autour de la 13e place pendant la majorité de l'épreuve. Pour toi, c'est clairement une stratégie délibérée que celle de toujours être à l'arrière jusqu'en milieu, deuxième tiers de course? Alors, pour l'UTMB 2021, je te dirais que c'est la première fois que j'ai vraiment appliqué cette stratégie-là. L'UTMB 2018, effectivement, c'est ce qui est arrivé, mais ce n'était pas voulu. OK. Je n'avais pas forcément le même niveau à ce moment-là. Je n'étais pas forcément capable de suivre la tête de course comme je suis capable de le faire aujourd'hui. Et donc, concours de circonstances, c'est vrai que je me suis fait un petit peu distancer à l'UTMB 2018. Il y a eu des météos vraiment affreuses, beaucoup d'abandon, ce qui m'a permis de remonter malgré moi jusqu'à cette 13e place et finir à cette place. En revanche, en 2021, c'est sûr que j'ai beaucoup travaillé entre ces années-là. J'ai beaucoup progressé et à travers quelques courses internationales, je me suis rendu compte que j'avais ce confort cardiovasculaire de tenir la tête de course. Et c'est très sournois. C'est très sournois l'ultra trail. C'est très sournois en avant. Parce qu'en fait, on est dans un confort relatif, on est dans un certain confort relatif qui fait que le curseur où placer l'intensité est très complexe à trouver. Dans ce confort relatif, tu as une marge haute et basse. Si tu es sur la marge haute, tu risques vraiment d'exploser et de ne pas être capable d'aller au bout. Si tu es dans la marge basse,
tu risques de ne pas optimiser pleinement ton potentiel et de ne pas arriver avec le temps ou avec la place que tu aurais pu faire. C'est assez complexe de gérer cette marge-là. Et donc, la technique que l'on peut faire quand on a déjà des repères de course et qu'on a quelques indicateurs, c'est de se donner justement des temps de passage sur des ravitaillements qui vont te jauger et qui vont te donner les indices de est-ce que tu es un peu trop rapide dans ton intensité ou un peu trop lent. Donc, tu arrives au ravitaillement, tu vois que tu as de l'avance, tu ralentis un petit peu, tu vois que tu as du retard, tu accélères un petit peu. Et je ne l'avais jamais vraiment suivi et établi parce que je n'avais pas tant de repères que ça. Il faut le faire au moins 2 fois une course pour déjà avoir des repères et avoir même… Moi, j'ai fait 2 fois le Tour du Mont Blanc en repérage aussi, donc je connais bien les sections, je les avais un petit peu chronométrées. Et donc, c'était un choix volontaire. C'est un choix qui est difficile aussi parce que lorsque tu vois la tête de course partir, c'est un peu dur en fait. Question d'ego, encore une fois, question de perte de contrôle. C'est dur à expliquer la raison psychologique, mais ce n'est pas simple de voir tes concurrents partir parce que tu sais que tu pourras peut-être ne jamais les revoir. Mais en même temps, voilà l'exemple. Et 2021, c'est la stratégie que j'ai appliquée. Ça a bien fonctionné puisque je suis descendu de la 25, je suis sorti de la 25e place jusqu'à la 3e. Et c'est ce que je pense faire aussi cette année, mais en retranchant un petit peu du temps sur les temps de passage qui avaient déjà été établis l'année 2021. Encore une fois, c'est de la théorie parce que le trail est tellement beau qu'on essaie de contrôler le monde naturel, mais on ne peut pas le contrôler. Si en 2022, il y a des météos difficiles, de la pluie, de la neige, ce qu'on n'a pas forcément eu l'année dernière, eh bien, les temps de passage sont tout à revoir. Il arrive aussi qu'ils coupent des sections de course pour sécuriser des passages et donc il faut tout revoir. Donc, c'est ça qui est beau aussi, c'est que il n'y a rien qui est figé et puis il faut toujours calculer en fonction de ce que la course va proposer, ce que la nature va proposer, ce que ton niveau va permettre de faire, est-ce que tu as eu des blessures avant ou pas. Donc, c'est ça qui me passionne aussi, c'est que il n'y a rien qui est figé et puis il y a toujours matière à essayer de réfléchir avec sa tête pour optimiser un maximum ce qu'on est capable de faire le jour J. Mm-hmm. Je vais commencer à laisser entrer les questions de nos téléspectateurs, spectatrices pour que vous puissiez demander directement à Marianne et à Mathieu ce que vous en pensez. Mais Matt, je ne peux pas m'empêcher quand même de penser ta stratégie en 2021 à l'UTMB, tu l'as dit, elle faisait partie d'une expérience que tu avais acquise sur l'épreuve et sur le parcours en ayant déjà participé en 2018, mais en t'étant aussi beaucoup entraîné dans les semaines qui ont précédé l'épreuve pour apprivoiser ce parcours-là. À la Lavaredo, par contre, si je ne m'abuse, tu n'avais pas eu le temps d'aller faire une reconnaissance et c'était la première fois que tu participais à l'événement. Est-ce que donc tu t'es aussi donné des temps de passage, mais un peu à l'aveugle, ou est-ce qu'au contraire, tu es vraiment allé au doigt et à l'œil tout au long de l'épreuve en te disant maintenant, je connais mes sensations, je suis capable de savoir, indépendamment de mes temps de passage, si je suis dans la bonne zone ou non? Justement, c'est un très bon exemple puisque c'est une des rares fois où je suis allé sur une course sans repérer le parcours. J'aime bien aller une semaine, 10 jours avant pour aller repérer des sections. Et ça a augmenté mon niveau de stress. J'en parlerai dans mon prochain épisode de podcast. Ça a augmenté mon niveau de stress. Mais encore une fois, voilà, j'ai repris du recul et je me suis dit non, Mathieu, n'oublie pas que tu es aussi là pour l'expérience, pour bien te connecter avec ton corps, parce que c'est ça qui est important aussi sur un ultra, c'est que c'est difficile, on perd la lucidité et puis on fait des blackouts. On fait vraiment des blackouts, c'est-à-dire que tu arrives à l'arrivée, tu te couches, le lendemain, tu ne te rappelles plus de où est-ce que tu as eu mal exactement. Et donc là, c'était volontairement aussi de dire, OK Mathieu, tu te connectes sur ton corps pour aller chercher où sont les premières dérives musculaires, les premières petites douleurs articulaires, qu'est-ce qui se passe ou quoi, qu'est-ce qu'il va falloir travailler. Et aussi de travailler les ravitaillements, par exemple, qui vont être à reproduire à l'UTMB. Donc, lorsque j'ai pris ce recul-là, ça a fait baisser la pression. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même regardé les temps de passage des coureurs des éditions précédentes pour avoir une idée approximative de savoir si je suis vraiment à la rue complet, comme on dit, ou si je suis à peu près dans les temps. Et puis, ce que j'ai fait, c'est changer un petit peu aussi pour avoir de l'expérience, c'est-à-dire pas forcément regarder le temps et y aller au feeling et jouer un petit peu en avant de course avec les autres coureurs en accélérant, en se fightant un petit peu, tu vois, pour aussi acquérir une expérience qui peut être intéressante dans le cadre d'une course. Donc, voilà comment ça se passe. Et donc, voilà, encore une fois, il n'y a jamais de méthode et de recette figée et miracle. Chaque cas est particulier et a des avantages et des apprentissages à aller chercher.
Clairement, par contre, ton expérience nous montre que tu es devenu un exemple de résilience et d'adaptabilité, même durant l'épreuve, ce qui, je pense aussi, est une grande force pour une personne qui aspire à performer comme tu le fais en ultra. Marianne, j'allais te le demander, mais Blaise Dubois nous le demande aussi. Quelle sera ta stratégie maintenant pour l'UTMB par rapport à ta gestion de l'effort, ton positionnement, les moments où tu choisiras d'attaquer? Est-ce que tu as déjà, j'imagine, depuis samedi dernier, donc depuis que la Western est terminée, tu as eu le temps de cogiter un peu là-dessus. Où est-ce que tu t'enlignes? Ben, j'ai pas un plan déterminé encore, là, ça c'est sûr, mais c'est sûr que j'ai discuté de l'UTMB à quelques reprises avec Mathieu, puis je vais continuer d'en discuter avec lui. Mais c'est certain que moi, je vais utiliser une stratégie qui est similaire, là, dans le sens que c'est sûr que je ne veux pas partir vite. La Western States, ça m'a vraiment montré, tu sais, je sais qu'on le dit puis on le redit qu'un 100 miles, c'est très long, mais je pense que tu ne réalises pas à quel point c'est long jusqu'à temps que tu le fasses. Donc, ça m'a vraiment fait réaliser que, tu sais, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses dans un 100 miles et puis ça peut aller très, très bien dès le début, mais si tu n'es pas capable de tenir cet effort-là jusqu'à la fin, ça ne sert absolument à rien d'avoir un bon début de course. Et puis, c'est exactement ce que ça m'a montré. Puis, c'est sûr que c'est une leçon que je veux garder avec moi pour l'UTMB. Donc, je vais regarder l'UTMB en mode progression, vraiment, tu sais, progresser dans la course. Et puis, c'est sûr que je ne peux pas aussi m'empêcher d'utiliser mes forces. Là, encore une fois, moi, je suis une meilleure descendeuse que je suis une monteuse. Donc, ce que je veux faire, c'est vraiment aller plus relax dans les montées puis vraiment plus attaquer les descentes. Mais pour ce faire, c'est sûr que je vais avoir besoin d'une grande préparation, là, une grande préparation au niveau des quads là, pour les descentes. Donc, c'est ce que je vais travailler là, dans le mois à venir. Est-ce qu'on t'attend à Chamonix plusieurs semaines avant l'épreuve pour aller toi aussi t'entraîner spécifiquement dans les Alpes sur le parcours? Oui, je vais être dans les Alpes là, dès la fin juillet. Donc, je vais être là, environ un mois avant l'épreuve. À essayer de suivre Mathieu dans les montées. Je vais essayer. Et à lui montrer comment descendre. Je vais faire mon possible. Il y a aussi Olivier, qui nous rejoint un petit peu plus tard en août et il est très bon à suivre sur la piste de Chamonix. Il a des bons entraînements à nous proposer. Il m'en a fait faire à une semaine de la course et apparemment, ça s'est bien intégré dans mon plan. Donc, voilà. Si je suis content que tu m'ouvres la porte là-dessus parce que, Matt, on le dit à beaucoup de gens, puis ils ont de la difficulté souvent à nous croire. Marianne a un gros passé de course sur piste, d'entraînement de vitesse. Toi-même, avant même que moi, je commence à en faire de façon sérieuse, à Montréal, tu faisais 2 séances de piste par semaine, même quand tu voulais faire le 80 d'Arikana ou Bear Mountain ou des courses en sentier où tu vas courir 2 fois et demi, 3 fois plus lentement que ça. Pourquoi insister autant sur une vitesse non spécifique, sur une surface non spécifique? Qu'est-ce qu'on a à gagner comme ultra-trailer à faire des intervalles très rapides à très haute intensité sur une piste? Je pense que c'est une très, très bonne question et probablement que plusieurs coachs et puis plusieurs athlètes répondront différemment, mais j'ai la sensation que la principale raison, c'est que mon efficacité énergétique augmente. Mon VO2 max, je suis capable de travailler en marchant vite dans une montée sans forcément faire des intervalles de 30 secondes à fond sur une piste. Mais en termes d'efficacité, c'est sûr que quand je fais des intervalles rapides sur la piste, je sens vraiment, je vois que quand je cours à plat sur un ultra, il y a énormément de sections plates durant une course ultra de 160 km. Je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus efficace que mes concurrents avec des signes assez clairs qui sont par exemple le niveau d'essoufflement. Voilà. Et ensuite, mais c'est aussi la piste, j'aime ça aussi parce que j'aime courir. J'aime beaucoup courir et j'ai tendance à faire des gros volumes pour les ultras. Et je trouve qu'une petite séance d'intervalle sur piste, pas trop longue, de 30-40 minutes, j'ai tellement un niveau musculaire solide, je dirais, avec tout ce que je fais comme volume, que ça ne me fatigue pas tant musculairement. Et qu'au niveau physiologique aussi, lorsque je vais faire du volume, au niveau nerveux, je sens que je vais être plus fatigué le soir pour récupérer, pour me reprendre. Tandis que
une petite séance bien efficace de fractionné, d'un point de vue vraiment nerveux et hormonal, ça me rentre pas tant dedans. Donc, c'est pour ça que j'aime en conserver souvent jusqu'à des moments qui sont très, très proches de la course, comme là sur un UTMB, à une semaine de la course, faire encore 2 petites séances sur piste qui font du bien. Et peut-être qu'en se rapprochant d'une course aussi, à une optique de faire baisser un petit peu la pression en se distrayant avec cette possibilité de courir, en donnant un petit peu de rythme dans les jambes. Ça fait du bien, ça évacue un petit peu, on respire et puis c'est aussi peut-être une direction de préparation mentale de faire des petites séances comme ça proche de la course. Marianne, est-ce que toi aussi, tu as l'intention de garder dans ton entraînement spécifique pour l'UTMB des séances de vitesse sur route, sur piste, de faire des sprints courts, de faire des intervalles de 3, 4, 5 minutes, même si c'est à une intensité beaucoup plus élevée? Qu'est-ce que tu vas soutenir pendant l'UTMB? Non, je ne penserais pas. En fait, moi, je reconnais que mon corps est capable d'assimiler soit du volume, soit de la vitesse. Puis souvent, quand je fais les deux en même temps, ben, c'est là que je vais me blesser. Ça, c'est des années d'expérience qui m'ont montré ça. Et puis, donc, j'essaie d'appliquer ça dans mon entraînement. Mais c'est certain aussi que mon prochain bloc, étant donné que j'ai fait plus de vitesse pour la Western States, mon prochain bloc, ça va vraiment être concentré sur du dénivelé. Donc, la vitesse, ce ne sera pas quelque chose que je vais travailler, puis ce ne sera pas du tout mon focus. Puis je trouve aussi que mes années d'expérience d'athlétisme vont toujours rester avec moi dans le sens que j'ai toujours une certaine vitesse qui est là. Ça n'en requiert pas beaucoup pour la ramener. Donc, peut-être juste des strides ou des accélérations ici et là une fois de temps en temps. Ou essayer de suivre des gens rapides là, entre elles, ça fait le travail pour moi, mais c'est sûr que je ne ferai pas de piste d'ici l'UTMB. Ce n'est pas sur mon radar. Mais je suis content que tu le dises parce que moi, c'est une approche que j'adopte pour moi-même et avec les athlètes que j'encadre. Tu n'es pas obligé d'aller passer 45 minutes sur la piste à faire des 400 mètres jusqu'à l'épuisement pour travailler sur ta vitesse. Tu as parlé des strides. On en avait déjà discuté quand on avait fait le webinaire juste tous les deux ensemble. Tu avais mentionné que ça fait partie de ton arsenal personnel, mais aussi de ce que tu utilises comme outil dans l'accompagnement de tes athlètes. Ouais. À la fin d'un jog de 30 minutes, prendre le temps de retrouver son souffle, faire 4 bonnes accélérations quasi maximales d'une quinzaine de secondes, prendre 45 secondes pour récupérer, c'est suffisant pour aller chercher les patrons de recrutement neuromoteurs, pour aller trouver une cadence, trouver des mouvements de bras, de jambes qui maintiennent des acquis d'une longue période d'entraînement. Puis je pense que tu as tout à fait raison de dire je ne ferai pas de piste, mais en gardant les strides dans mes jogs, je vais probablement pouvoir peut-être pas développer de nouveaux acquis, mais à tout le moins maintenir ceux que j'ai déjà développés. Parce qu'on le sent en physiologie de l'exercice, c'est beaucoup plus difficile de développer une qualité que de la maintenir. Votre travail de développement des qualités, manifestement, il est fait. Le dénivelé, par contre, avant d'arriver à Chamonix à la fin du mois de juillet, où est-ce que tu vas aller l'obtenir? C'est certainement pas sur le Mont... encore, Mathieu l'avait fait en 2018 sur le Mont-Royal, mais où est-ce que tu vas trouver le dénivelé nécessaire pour te préparer à l'UTMB d'ici à ce que tu te rendes en Europe? Je compte aller faire un tour sur le Mont-Sainte-Anne, définitivement. Je compte aussi aller faire un tour dans la présidentielle. Donc, avec une petite gang, là, on essaie de faire la double présidentielle, là, aller-retour. Donc, ça, c'est sûr que je vais aller en chercher. Et puis après ça, j'anime une course de trail avec Arikana. Donc, je vais aller dans le coin du massif. Donc là, c'est sûr que je vais jouer un peu là, dans le dénivelé avec le massif. Et puis, juste avant d'aller en Europe, je vais aller faire un tour à Boulder, au Colorado, pour aller chercher et l'altitude et aussi les montagnes. Là. Donc, je pense que tout ça ensemble, avec quelques petites visites en Estrie, là, les soirs de semaine, là, je pense que ça va faire en sorte que je vais être capable d'aller chercher le dénivelé nécessaire. Et puis, comme j'ai mentionné, tout le mois d'août, là, ça va m'aider aussi là, à aller chercher ça aussi. Il faut aussi prendre en considération que je veux recommencer, mais je ne veux pas recommencer trop vite. On est à peine 5 jours après la Western States, donc je dois lever le pied un peu avant de recommencer, juste m'assurer que mon corps a bien guéri, que mon dos, la situation avec mon dos s'est bien réglée. Donc, avant de me lancer dans le gros dénivelé, là, je vais vraiment mettre l'emphase sur la récupération avant de repartir la machine de nouveau. Toute la sagesse qu'on te connaît maintenant, c'est bien d'entendre ça. Une grosse différence entre la Western States, par exemple, et la Lavaredo ou même l'UTMB, c'est que, Marianne, toi, tu as pu profiter sur un long bout du parcours
de l'accompagnement d'une équipe de feu. Tout au long, sur le suivi en direct, Ironfire parlait de Rambunctious Crew, que ça a l'air d'être un trail party. Sur les courses européennes, par contre, c'est interdit d'utiliser des pacers ou des accompagnateurs comme ça. Comment vous allez faire donc pour vous préparer à des épreuves que vous allez devoir passer seul du tout début à la toute fin? Bien, c'est sûr que ça va être différent là, parce que absolument la crew a un gros impact. D'ailleurs, je vois qu'on a un membre du Rambunctious Crew dans le panel. Donc, on salue Tom qui a fait un travail incroyable là, sur la dernière section du parcours. Là. On a eu vraiment beaucoup de fun. Donc, si je pouvais l'avoir avec moi sur l'UTMB, là, c'est sûr que je le prendrais. Mais malheureusement, c'est pas possible. Fait que je pense qu'il faut juste... Salut les manicous! Salut Tom! Donc, c'est sûr qu'il va falloir travailler un peu. Ben, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'adore les gens, puis c'est la raison pourquoi je fais de la course entre elles principalement. Mais je suis quand même très à l'aise à être tout seul avec moi-même. Donc, je pense que ça va être juste une belle opportunité là, de puiser au fin fond de son mental. Et puis, quand une situation comme ça se présente, moi, je me dis tout le temps, je ne suis pas la seule qui n'a pas de pacer. Là. C'est tout le monde n'a pas de pacer, puis tout le monde est dans la même situation, puis on doit tous passer au travers. Mais c'est certain aussi que je vais avoir un accompagnement là, en termes de crew pour l'UTMB, même si ce n'est pas aussi accessible que la Western States. Mais mon frère François et sa femme Marie-Pierre, qui était aussi avec moi à la Western States, qui est ma meilleure amie, vont aussi être sur l'UTMB ainsi que mes parents. Donc, ça va être bien là, de pouvoir les voir. Là, peu importe s'ils ne sont pas capables de faire un bout du parcours avec moi, je sais que ça va me faire un bien énorme là, de les voir là, avec leur ravitaillement. Où est-ce qu'ils peuvent être, peu importe où est-ce qu'ils vont pouvoir être, je vais être contente de les voir, puis ça va m'aider là, à arriver à la ligne d'arrivée. Mm-hmm. Toi, Mathieu, on l'avait bien vu dans le film Balance qui documentait ton expérience en 2018, que ta famille t'avait accompagné sur l'UTMB à ta première expérience. En 2021, ça n'avait pas été le cas, mais tu n'étais pas en reste puisque tu avais ton Alix de feu qui t'accompagnait de station de ravitaillement en station de ravitaillement. Est-ce que cette année aussi, tu pourras compter sur une équipe comme celle-là qui va te suivre tout au long du parcours? On ne change pas les recettes qui marchent. Il ne faut pas non plus trop s'y habituer parce que le jour où ils ne sont pas là, ça ne fonctionnerait plus. Mais c'est très puissant. C'est très puissant, un visage familier. C'est presque magique, je dirais, surnaturel. Tu passes un moment difficile qui peut durer 2-3 heures à broyer du noir et avoir des sensations aussi physiques, donc purement concrètes. Là, c'est le cartésien qui parle, qui sont douloureuses. Tu arrives dans un ravitaillement, tu vois un visage familier, tu vois une main qui se pose sur ton épaule, voire même un petit bec sur la joue ou une petite prise dans les bras d'un proche, et une véritable magie opère. Hein, donc, pas de là à partir tout neuf non plus, mais clairement, le niveau de douleur et de fatigue peut baisser fortement, et le discours interne un petit peu négatif se transforme très vite vers des directions plus positives. Et donc, oui, voilà, c'est quelque chose qui marche vraiment. Et donc, c'est ce qu'on essaye lorsqu'on le peut de reproduire. Voilà, donc c'est sûr que j'ai eu aussi l'expérience de faire des courses avec des crews, donc des assistances que je ne connais pas, qui étaient là avec un partenaire ou quelqu'un disponible, mais l'effet est clairement beaucoup moins puissant. C'est juste un effet purement logistique de récupérer un petit peu d'eau et de nourriture, mais il manque cet un petit peu magique que je ne sais pas expliquer en fait. C'est assez fou. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc, j'étais pas au courant pour Marianne qu'il y avait tout le monde comme ça, là, mais c'est un très bon choix stratégique déjà, avant même d'avoir commencé à penser à ce gros casse-tête qui est l'UTMB, d'envisager d'avoir une assistance de ce type, donc des proches. On l'a vu, Mathieu, à la suite de sa troisième performance, sa troisième place l'année dernière sur l'UTMB. Tu nous l'as mentionné dans nos rencontres d'équipe avec la Clinique du coureur. Clairement, tu as changé complètement de standing aux yeux des personnes influentes dans la communauté de la course en sentier sur la planète. Marianne, tu n'étais pas une inconnue complète avant de prendre le départ de la Western States, mais clairement, avec une troisième place, j'imagine que ton téléphone n'a pas arrêté de sonner dans la dernière semaine. Est-ce que ta vie a changé depuis samedi?
Je voudrais pas dire que ma vie a changé, mais c'est vraiment le fun de recevoir une belle vague d'amour, là. Puis je te dirais même que la plus grosse vague d'amour vient vraiment des trailers québécois. Ça a été vraiment cool, là. Même que Dylan Bowman, là, qui animait le live, dit qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui demandaient comment j'allais. Puis, tu sais, ça fait chaud au cœur. C'est sûr que, tu sais, on est fiers d'être Québécois dans ces moments-là. Puis, je suis vraiment contente d'avoir pu rallier la communauté québécoise, mais de là à dire que ma vie a changé, je pense que c'est juste, j'ose espérer que c'est un début, puis que j'ai hâte de voir là, ce qu'est la suite, mais je suis toujours la même personne, puis c'est toujours la même vie que je vais vivre, là, il n'y a aucun doute. Moi, je suis là pour avoir du plaisir, puis je veux juste continuer à faire des belles courses, puis à visiter le monde avec mes amis, en fait. Donc, Est-ce que ça t'a surprise dans les jours qui ont précédé l'épreuve que ton nom soit mentionné comme parmi les favorites pour la Western? Est-ce que tu t'es dit, est-ce qu'il s'agit vraiment de moi? Est-ce que tu as eu une sorte de syndrome de l'imposteur en disant, ben non, voyons donc pas la petite Marianne Hogan, ça se peut pas que ce soit vraiment de moi qui parle quand tu dis ça. Ça se peut. Surprise, non. Je pense que ça vient un peu avec le Golden Ticket, là. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte que mon nom ait été nommé. Et puis, je pense, tu sais, le syndrome de l'imposteur, je comprends qu'on peut le sentir. Puis, tu sais, je suis vraiment pas quelqu'un qui est fendante ou rien de tout ça, mais je trouve ça important quand même d'avoir confiance en soi. Quand tu te présentes sur la ligne de départ, il faut que tu saches que, tu sais, ta place, elle est là. Puis, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont fait des meilleures performances que toi que tu peux pas, à ton tour, faire une bonne performance qui te placera parmi les meilleurs. Donc, je dirais pas que j'ai été surprise, puis je veux vraiment pas que ça vienne d'un point de vue fendant, mais j'étais ravie de savoir qu'ils m'ont mis parmi tout ça, puis ça m'a juste donné un boost de confiance de plus à dire, tu sais, oui, c'est vrai, tu sais, je peux aller puis avoir une bonne course à mon tour. Chouette. Maintenant, moi, si je vois dans une publication qu'on ne te mentionne pas comme une des favorites à l'UTMB, par contre, je vais m'assurer de leur écrire pour leur dire qu'il vous a oublié quelqu'un d'important. Merci. Est-ce que tu sens, est-ce que tu envisages à l'approche de cette UTMB-là avoir davantage peut-être de pression de la part des gens qui commencent à avoir des attentes quant au fait que tu as livré une très bonne performance et donc que tu dois faire aussi bien à l'UTMB, ou est-ce que tu restes un peu la tête froide par rapport à tout ça, puis tu te dis, c'est à moi de gérer comme je le pense, puis peu importe ce que les gens disent ou pensent? Ouais, ben, je te dirais que la pression, c'est plus quelque chose que je ressens par moi-même. Tu sais, tant et aussi longtemps que je fais une course, que je vais être contente avec le résultat, je vais être satisfaite. Il faut aussi que je prenne en considération que tu sais, le double Western States et l'UTMB, c'est pas le meilleur double à faire nécessairement parce que c'est deux courses qui sont complètement distinctes. Puis, tu sais, j'ai reçu beaucoup de commentaires comme quoi, tu sais, c'est peut-être pas la meilleure idée là, de faire ces deux courses-là dans la même saison. D'autant plus que la Western States, c'était mon premier 100 miles. Donc, ça, c'est sûr que, tu sais, je le prends, tu sais, je le considère dans la gestion de tout ça. Mais la pression en tant que telle, même que je te dirais que j'aime ça, la pression, j'ai pas de problème à ce que les gens disent quoi que ce soit. Mais ils pourraient bien dire ce qu'ils veulent. Moi, de toute façon, ça ne changera pas au fait que je vais faire ma course. Puis, je vais, tu sais, qui me nomme ou qui ne me nomme pas, ça ne change pas grand-chose au fait que je vais être prête comme je vais être prête à l'UTMB sur la ligne de départ. Là, je ne me laisse pas vraiment emporter par ces détails-là. Mm-hmm. Matt, Marianne mentionnait qu'on lui avait dit que ce n'est pas nécessairement une si bonne idée d'enligner la Western et l'UTMB dans une même année. Toi-même, tu t'étais demandé à la suite de ton UTMB 2021, est-ce que je viens faire la Western en 2022? Tu avais finalement arrêté ton choix sur, peut-être pour plus tard, mais garder la focale sur l'UTMB. Est-ce que ça reste aujourd'hui sur ta bucket list de faire la Western States? Oui, bien sûr. Et puis peut-être l'année prochaine, qui sait. Voilà, j'ai aussi cette envie de faire le focus sur des objectifs, un gros objectif, voire deux gros objectifs sur une année, de vraiment focuser là-dessus avant même de commencer à penser à la suite. Mais c'est sûr que dans cette vie d'ultra-trailer,
Non pas que je veux faire mes petites commissions à l'épicerie à acheter tout ce qu'il y a sur le rayon, mais la Western State est clairement dans le haut du tableau de ma petite bucket list des courses à faire au moins une fois dans une vie. Et donc, oui, c'est sûr que je la ferai, je ne sais pas quand exactement. Et oui, pour commenter un petit peu ce que tu dis, le doublé Western State UTMB d'un point de vue un petit peu vraiment réflexion. Pour moi, le combo est difficile à enchaîner parce que si vraiment on veut performer sur ces courses, ça veut dire qu'on va avoir un entraînement très spécifique Western States les mois qui précèdent. Donc, pas de bâton, pas d'entraînement au hiking skills, donc comme on dit, à s'entraîner à randonner, à marcher vite en montée. Pas de trop gros renforcement musculaire pour encore une fois être capable d'être capable de monter vite avec des genres de fentes sur des grosses marches. Et donc, commencer un bloc d'entraînement spécifique UTMB au minimum, si tout va bien, 2 semaines après la Western States, c'est-à-dire mi-juillet, parce qu'il y a quand même la Western States, malgré le fait qu'il n'y a pas un énorme dénivelé, il y a quand même des paramètres de course, d'altitude et surtout de chaleur qui mettent l'organisme à rude épreuve au niveau hormonal et au niveau nerveux. Et quand bien même que 15 jours après, physiquement, on se sent bien, il se peut que le corps soit encore très fatigué d'un point de vue nerveux et hormonal. Et c'est ce que certains coureurs américains m'ont dit, que malgré le fait ils aient pu recourir mi-juillet, ils ont toujours eu cette forme de fatigue et de sensation tout l'été qui leur a jamais permis de faire des entraînements de qualité. Et ça reste que ça fait quand même plus qu'un bloc d'entraînement de 4 semaines. Puisqu'il y a 15 jours de l'UTMB, il faut commencer à penser à baisser un petit peu le volume. Et donc, c'est ambitieux. Les hommes n'ont jamais réussi à le faire. Les femmes, comme Courtney Dauwalter, ont été capables de gagner la Western States et l'UTMB en back-to-back. Donc, il n'y a pas, encore une fois, de recettes miracles et de recettes identiques à tous. Il y a surtout de l'individualisation à faire. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Peut-être que d'autres le voient différemment, mais c'est comme ça que mon point de vue est. Tu vois, alors Marianne, on parlait de la pression. Pas du tout de pression. On s'attend seulement à ce que tu fasses aussi bien que Courtney Dauwalter ou presque. Non, mais quand je me suis enregistrée à l'UTMB, j'en étais très au courant. Puis, tu sais, à un moment donné, je trouve que c'est important aussi de relâcher un peu la pression. Là. Tu sais, si j'ai pas une bonne journée ou si je suis pas sur le. Tu sais, si j'ai pas une bonne performance, ça va quand même être extraordinaire de faire l'UTMB. Là. Je suis réaliste avec le fait que je comprends que c'est une situation qui pourrait m'affecter, que la reprise d'entraînement, elle sera pas optimale. Mais sachant tout ça, je veux quand même participer à l'UTMB. Je veux aller à Chamonix au mois d'août, puis je veux avoir du plaisir avec Mathieu, puis tous les autres qui y seront. Puis si le résultat n'y est pas, j'ai aucun problème avec ça. Je suis pas là pour. Je vais faire ma course, puis on va voir ce qui arrive, en fait. Là. C'est ça aussi que je trouve que c'est important que les gens relativisent aussi quand ils disent que le doublé est difficile à faire. Fait que c'est plus comme ça que je le vois. De toute façon, je ne pense pas que ni Mathieu ni moi, on ait la moindre inquiétude que 2022 soit ton dernier UTMB. Je pense que tu es encore promise à une belle et longue carrière. Si ce n'est pas 2022 qui est la meilleure année pour toi sur l'UTMB, ce sera 2023 ou 2024. On te souhaite le meilleur des succès de toute façon sur l'épreuve. J'ai aucun doute que tu vas être capable de tirer ton épingle du jeu puis livrer une excellente performance, même si ce n'est peut-être pas l'aussi excellente performance que ce que tu aurais souhaité. Mathieu, je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter de mieux qu'une 3e place. Est-ce que cette année, c'est shoot for the stars et on vise la première marche? Alors, pour être sincère avec toi, je ne vise pas forcément un classement comme chaque année à l'UTMB, mais encore une fois, c'est sûr que la méthode que j'ai montée l'année dernière a très bien marché, m'a mis en confiance, m'a permis d'avoir un certain contrôle sur la course et m'a permis d'avoir une course très agréable. Je me suis entraîné fort depuis l'UTMB 2021. J'ai la sensation, je n'ai pas fait de test pour le vérifier, mais j'ai la sensation de m'être un petit peu amélioré encore sur certains paramètres physiologiques et physiques. Et donc, je vais y aller avec une feuille de route, avec des temps de passage qui vont être un petit peu plus ambitieux que ceux de l'année dernière. Je vais retrancher donc en quelque sorte du temps je ne vais pas aller non plus sur des temps infaisables ou sur des temps du record de parcours. Et ensuite, le classement se fera en fonction de ce que les autres feront. Voilà. Donc, je peux très bien, l'UTMB, c'est un gros casse-tête. Je peux très bien, en 2022, faire un temps meilleur et finir à une place plus lointaine. Ça dépend des autres. Exact. Mais
Ça n'empêchera pas que je serai très satisfait si je suis capable de courir cet UTMB en retranchant mon temps, puisque mon but aussi dans la vie, en ce moment en tout cas, c'est d'explorer ces limites du corps humain, ces limites de mon corps et de voir que je suis encore capable d'optimiser mon potentiel et voir que malgré les années qui avancent et le fait que j'ai plus 25 ans, je sois encore capable d'optimiser mon potentiel en le vérifiant, en améliorant mes temps sur un ultra trail sur l'UTMB, tout comme le ferait un marathonien comme toi qui améliorerait ses temps, ses personal best sur leur temps de route, quoi. Oui, c'est une bonne attitude à adopter aussi. Je pense que c'est une autre manière de dire je vais faire ma course, indépendamment de comment ça se passe pour les autres. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises sur plusieurs épreuves. Ça m'a souri. On ne change pas une recette gagnante, comme tu l'avais dit. Dans tous les cas, tous les deux, ça va être un immense bonheur et toujours un honneur de vous suivre pendant cette épreuve. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de refaire le point dans le cadre d'un autre webinaire où on discutera tous les trois des performances magistrales que vous aurez livrées. Et pour finir sur l'entorse de cheville, Mathieu, je voulais terminer sur une note positive parce que quand tu nous parlais du protocole que tu as suivi pour réadapter ta cheville à la suite de ton entorse, on a notre médecin préféré de tous, Simon Benoît, qui est à l'écoute et qui nous a écrit qu'il a présenté le protocole Peace and Love développé par la Clinique du Coureur dans un éditorial de Jean-François Esculier et Blaise Dubois. Peace and Love que tu présentais bien dans ton podcast. Donc, pour toutes les personnes intéressées à savoir exactement ce que veut dire chaque lettre, je vous invite à écouter l'épisode de la balado. Simon a présenté l'acronyme Peace and Love à toute son équipe à l'hôpital de Verdun et s'attend, et là, on le voit, il a bien intégré l'optimisme, à ce qu'on voit tranquillement des changements intervenir dans les comportements des docteurs. Est-ce que ce sera le cas jusqu'à la Polynésie française? Est-ce qu'on pourra aller passer des radiographies et des échographies pour nos chevilles sans que les médecins nous disent « prends 3 semaines d'arrêt complet ». Ouais. Qui sait? Mais soyons optimistes, nous aussi, et espérons que… L'optimisme, pour moi, c'est la lettre la plus importante du Peace and Love. Donc, la seconde lettre du Love, c'est l'optimisme. Parce qu'il faut savoir que au moment où l'accident arrive ou au moment où la blessure intervient, dans la seconde qui suit, dans le quart de seconde qui suit la blessure, le corps commence déjà à travailler, alors à réparer ou à travailler ou à faire quelque chose pour faire quelque chose à l'endroit où le dommage a été fait. Et être optimiste dès la première seconde, je sais que c'est difficile parce que les émotions et puis le tout prend le dessus. Mais si on réussit vraiment à faire ce travail mental d'être optimiste dès le premier pas le lendemain, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Et ce n'est pas uniquement cette notion de dire que la tête parle au corps, parce que ça, c'est un petit peu ésotérique, je trouve. Mais juste le fait d'être optimiste va te rendre la vie plus facile de, par exemple, je suis optimiste, je vais essayer d'aller faire un tour de vélo aujourd'hui. Et puis, donc, ça te donne le courage et l'envie d'aller faire ce tour de vélo pour essayer si la cheville va bien. Et si ça ne va pas et que tu rentres et que tu es pessimiste parce que tu as mal à la cheville, et ça va plutôt t'amener dans une direction de ne pas retourner faire du vélo le lendemain. Si tu as une attitude optimiste, tu vas retourner faire du vélo le lendemain ou de la marche, peu importe. Mais cet optimisme a vraiment, vraiment est très, très puissant en fait dans un processus de réparation de blessures ou tout simplement de gestion de pression aussi, comme on en a parlé aujourd'hui à la veille d'une course ou la veille d'un événement important dans la vie. Oui, tu as tout à fait raison, puis je te reconnais bien là-dedans. Alors, Marianne, on Et est optimiste. la reine pour ça, c'est Marianne, hein, parce que alors elle, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas optimiste avec. On n'a pas trop rentré dans le détail, mais elle a quand même eu des blessures difficiles sur les dernières années. Et heureusement qu'elle était optimiste parce que c'est là où elle est aujourd'hui, où elle est rendue. Et puis beaucoup auraient arrêté le sport ou auraient eu des blessures pires ou voire des dépressions mentales en ayant un comportement pessimiste, quoi. Donc, ouais. Optimisme, très important. Alors, c'est ça, on fait Peace and Love avec le cœur et le haut pour le dernier. Voilà. Et les lunettes. Grand merci à vous deux. On vous souhaite un extraordinaire été de préparation. On a bien hâte de vous voir prendre la ligne de départ. Puis je pense que je parle au nom de tout le Québec quand je dis, Mathieu, peut-être la France aussi, là, mais la nation le Québec, entière. beaucoup aussi, comme Marianne a dit. Moi, mes plus beaux messages d'amour, je les reçois du Québec. C'est là-bas que j'ai commencé le trail. C'est là-bas où ma communauté principale est. C'est mes amis de course à pied, les premiers que j'ai eus, c'est là-bas. Et donc, je dois beaucoup au Québec. Je ne l'oublie pas. Et quand je peux
redonner d'une manière ou d'une autre au Québec, je le fais, je le porterai toujours dans mon cœur. Et d'ailleurs, en septembre, je vais être là aussi pour un gros événement de trail au Québec pour échanger. Et puis voilà, quand je peux le faire, je le fais. Et puis ouais, les Québécois et aussi les coureurs français, on les salue tous. Et puis merci pour le soutien, ça aide énormément dans une carrière sportive. Ben, sachez que tous les deux, toute la nation québécoise est derrière vous pour votre UTMB et pour votre mois et demi de préparation qu'il vous reste. Merci à tout le monde d'avoir été présent aussi aujourd'hui pour avoir assisté et participé à cette rencontre et à cet échange. Bon entraînement à vous aussi au sein des clubs du coaching du coureur, que ce soit le club du grimpeur ou le club du descendeur ou tous les autres clubs. Il n'existe pas encore celui-là, il est secret, il va arriver. Ça s'en vient, ça s'en vient. Très bonne fête du Canada aussi, fête de l'Ouest américain, fête des Alpes françaises. Peu importe aujourd'hui, c'est une journée de fête. Dans 14 jours, il y aura le 14 juillet. Voilà. C'est ça. Alors, on chantera la Marseillaise ensemble, la main sur le cœur. Merci à tous. Merci, bye. Bonne journée.